Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des jeux auxquels j'ai joué cette semaine. On a joué à quoi? On a joué à 5 jeux. 5, j'ai l'impression qu'il y en avait 6. Peu importe, 5 jeux, avec notamment un joli petit coup de soleil aussi, alors qu'il ne faisait pas beau du tout pendant mes vacances, mais c'est pas grave, c'est le problème de ne pas avoir de cheveux. Et on va commencer tout de suite avec Fresh Waterfly, un jeu de Brian Shure, édité par Bellwether Games. C'est un jeu de pêche à la mouche, what the fuck. C'est un jeu qui m'avait pas mal titillé à sa sortie, mais que j'avais pas acheté parce que c'est un jeu à 45 €, un jeu de pêche. J'aime pas spécialement la pêche, mais j'aime les jeux justement avec une idée, un concept suffisamment original pour attirer. Peut-être que c'est un bon jeu, peut-être que c'est un mauvais jeu, mais en tout cas, voilà, c'est un truc qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu tous les jours, des jeux de pêche, même s'il y en avait 2 qui sont sortis en peu de temps. Là, j'en ai profité parce qu'il a été en vente flash sur Philibert, donc il était à moitié prix, donc j'ai enfin pu tester ce Fresh Waterfly et j'ai fait 3-4 parties. Je vais vous dire tout de suite, je ne suis pas sûr d'y rejouer, je pense que j'ai un peu fait le tour de l'idée, mais ceci dit, j'ai bien aimé quand même ce que j'en ai joué, j'ai juste pas envie de creuser plus. A noter déjà qu'on peut y jouer parfaitement en solo, il y a même un mode solo, un mode aventure, mais on en parlera juste après. Fresh Waterfly, du coup, c'est un jeu où on va avoir une rivière avec tout des cartes, et le but va être de balancer notre hameçon. Donc on va balancer notre canne à pêche, on va mettre un flotteur qui va tomber dans l'eau à l'endroit où l'on veut, et puis là où ça tombe, on va regarder si notre hameçon correspond à la couleur d'un des œufs qui sont en dessous de la colonne où on a jeté notre hameçon. Si c'est la même couleur, et bien tout simplement, on a 4 cartes de pêche, 3 qui ne font pas mouche, qui font échec, et 1 où on arrive à pêcher le poisson. On tire une carte. Si c'est raté, le flotteur va dériver, on va choisir la position dans la colonne de gauche, en haut, en bas, à droite, donc orthogonale ou en diagonale, et là, à nouveau, si sur cette colonne, notre hameçon est de la couleur d'un des œufs qui sont sous le plateau, bam, on essaie de pêcher, on va pouvoir avoir cette fois-ci 2 chances de pêcher notre poisson. Si on a réussi, on le récupère. Si on n'a toujours pas réussi, il dérive une dernière fois. S'il y a un œuf de la même couleur que notre hameçon, on l'attrape à tous les coups. S'il n'y en a pas, tant pis, notre lancée s'arrête là, on a perdu notre tour. Si on a récupéré le poisson, on le récupère. Pas tout à fait, il faut mouliner, il est accroché, on va devoir mouliner pour le refaire remonter à la surface, et ça va dépendre du type de poisson. Les gris, les verts et les jaunes vont mettre plus ou moins de tours de moulinet à se faire récupérer. Ça c'est assez rigolo, c'est la petite partie gestion, placement des dés qui vont nous faire activer quelques petits pouvoirs, etc. pour faciliter la remontée. On a également d'autres petits bonus sur le côté avec notre, je sais plus, c'est pas notre vivacité, notre, je sais plus comment ça s'appelle, notre finesse tout simplement, qui vont nous permettre de modifier nos quelques compétences, modifier l'hameçon, modifier, enfin bref, 2-3 trucs. C'est assez sympa, on a vraiment cette sensation de pêche, on balance, ça dérive et après on mouline. Sauf que finalement, on ne peut pas attraper d'autres poissons tant que le premier est en train de mouliner. Si on n'a pas les bons dés qui sortent, parce que le lancer de dés général est mauvais, on va un peu perdre des tours. En plus, c'est une chance, enfin la chance d'attraper le poisson, elle n'est pas à 100%, ça se travaille, il faut adapter notre stratégie à ça, mais c'est pas sûr. Donc on peut des fois perdre des tours, et la partie se termine quand quelqu'un à la fin d'un tour a eu son 7e poisson. Et donc finalement, on peut se retrouver des fois comme un couillon sans finalement avoir réussi à faire des choses parce qu'on n'a pas eu assez de chance. Bien sûr, c'est compensé par un peu de stratégie, mais du coup, des fois, on peut rater des parties. Et puis surtout, si notre premier poisson, c'est un poisson jaune, on l'a récupéré, le poisson jaune, il faut faire 3 tours de moulinet. Et finalement, 3 tours de moulinet, ça prend plusieurs tours de jeu. Et donc, des fois, on se retrouve à faire un tour de jeu en 30 secondes parce qu'on prend notre D6 pour avancer de 6 tours sur le moulinet. Et finalement, on ne va pas faire grand-chose. Donc, il y a des tours qui sont un peu longs. La partie en solo, elle n'est pas si longue que ça. C'est une demi-heure, mais à un moment, ça manque un petit peu de peps, c'est un petit peu longué et c'est un petit peu répétitif. Le mode solo est pas mal, on a 7 jours pour vaincre les 4 pêcheurs qui vont avoir une disposition un peu particulière. On part de rien avec une canne à pêche toute pourrie, zéro finesse, etc. Et petit à petit, en fonction des succès que l'on va faire au fur et à mesure de nos jours, on va pouvoir gagner des points pour améliorer nos compétences, acheter une nouvelle canne à pêche, acheter tel type d'hameçon, etc. Donc ça c'est sympa, on peut choisir nous-mêmes comment customiser notre pêcheur pour être de plus en plus fort et vaincre le pêcheur, le 4e pêcheur qui est forcément le plus compliqué. Ça c'est une bonne idée, mais finalement après 3-4 parties, j'ai l'impression quand même d'avoir fait un peu le tour du jeu et je l'ai mis de côté. Ceci dit, ça reste une expérience plutôt originale, je suis content de l'avoir testé, je pense le garder parce que c'est quelque chose d'assez, encore une fois, original. Il coche une case qui n'avait pas été cochée, mais
réfléchissez avant de l'acheter si jamais ça vous intéresse. C'est sympa, mais c'est un peu redondant. Ensuite, j'ai fait Dossier criminel, Disparition aux Caraïbes, fait justement par Dossier criminel. C'est le deuxième des 3 enquêtes qui ont été créées. Là, pour être tout à fait honnête, c'est l'éditeur, c'est Dossier criminel qui m'a contacté sur mon adresse mail. Je suis jamais rentré en contact avec eux, mais j'imagine qu'ils ont trouvé mon adresse mail dans mon profil YouTube. Et ils m'ont dit, je pense que ça peut vous intéresser, est-ce que vous voulez qu'on vous l'envoie? Sans rien d'autre de demander, il n'y avait pas de compensation ni financière, ni ils m'ont pas demandé spécialement de vidéo. Je l'ai reçu 2 jours après et je l'ai fait hier matin. J'ai mis 2 semaines à le faire, je l'ai fait avec ma compagne. Parce que même si ça se joue parfaitement seul, à 2, c'est bien. Elle aime beaucoup les jeux d'enquête, elle aime beaucoup les unlocks, etc. Moi, un petit peu moins. Et franchement, ça ne m'attirait pas du tout. Le pitch, c'est qu'il y a un meurtre sur un gros paquebot qui s'appelle le Colossus of the Seas. Et du coup, on va devoir enquêter pour savoir pourquoi il est mort, qui est cette personne, etc. On a 4 questions qu'il faut pouvoir répondre à la fin pour valider. Et moi, ce qui ne m'intéressait pas, c'est d'avoir, c'est un vrai dossier. Hein. Donc quand vous ouvrez, sans spoil, vous avez plein de documents, plein de trucs dedans. Et je me suis dit, il va y en avoir partout sur la table, on va lire les trucs par-ci, par-là, on ne va pas réussir forcément à faire des liens. Et finalement, ce que j'ai un peu peur, c'est que vous avez une question finale et vous allez répondre en interprétant des choses sans être forcément pleinement sûr. Un peu comme, comment ça s'appelle, Suspects, où je trouve que des fois, c'est un peu de l'interprétation, on n'est pas vraiment sûr. Et du coup, j'étais un petit peu... pas super chaud, mais bon, on me l'a envoyé gratuitement. Moi, je suis un peu couillon. On me donne un truc, j'accepte. Je ne vais pas dire non. Et finalement, j'ai adoré parce que on a quand même des enveloppes avec des choses à débloquer. Et pour débloquer ces enveloppes, il y a des petites questions intermédiaires, des petites énigmes. Et en validant, en mettant, il faut un téléphone, il faut une application, il faut trouver quelques codes, il y a quelques enquêtes, il y a des visites sur Internet, etc. Pas vraiment l'Internet, mais un Internet créé pour le jeu. Donc on a quand même des petits éléments ponctuellement qui vous disent oui, c'est bon, t'avances bien, t'es dans la bonne direction. Et là, du coup, on te donne quelques éléments supplémentaires. Et donc, petit à petit, on sent bien qu'on avance, on sent bien qu'on arrive à la vérité. L'histoire, elle est vraiment... J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu une enquête, on était tout fou, etc. De trouver le criminel, de trouver le motif, etc. C'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé et je pense que je m'achèterai du coup le premier qui s'appelle Le Mastro Assassiné et qui est censé d'ailleurs me mettre meilleur d'après quelques retours que j'avais vus. Celui-ci est considéré comme le moins bon des 3 par certains, alors que moi pour le coup j'ai beaucoup aimé. Pour une première expérience, c'était très bien. C'est annoncé 2 heures, on l'a fait en 1h48 à 2. Donc ça prend un peu de temps, il y a pas mal de trucs à lire. On n'a jamais été trop coincé, c'était pas excessivement dur, mais il faut percuter, il faut brancher quelques neurones. Donc ça c'est bien sympa, si ça vous intéresse, voilà, ça s'appelle Dossier criminel, Disparition aux Caraïbes. C'est en vente sur leur site internet, ça coûte 30 €. Donc c'est peut-être un petit peu cher quand même, vu que c'est que du papier, mais ceci dit, c'est 2 heures. C'est à peu près le même prix que si vous allez faire une escape à 2 avec votre compagne. Donc voilà, je voulais quand même en parler parce qu'on me l'a offert et qu'en plus j'ai beaucoup aimé l'expérience. Et je ne connaissais pas du tout ce genre d'enquête. Enfin, je connaissais l'existence, mais j'en avais jamais fait. Et du coup, je ne sais pas si c'est le meilleur ou pas, parce que je n'ai pas de comparaison avec les autres séries d'enquêtes qui sont faites par des adversaires, on va dire. Mais j'ai beaucoup aimé, donc voilà. N'hésitez pas, si ça vous donne envie, et foncez, c'est vraiment sympa. Disparition aux Caraïbes. Ensuite, on va passer sur le flip and write de la semaine. Il y en a quasiment toujours. Metro X, pareil, je l'ai acheté en même temps que le Freshwater, parce que c'était bradé, et moi, dès qu'il y a un flip and write ou un roll and write que je n'ai pas fait, je fonce parce que j'adore ça. Celui-ci, clairement, c'est pas le meilleur du tout. Après ma première partie, je me suis dit, est-ce que j'en refais d'autres? C'est Metro X par Hisashi Hayashi, édité par Schmidt. Déjà, pourquoi je me suis dit, est-ce que j'en fais d'autres? C'est que clairement, c'est un flip and write avec du métro, avec un métro. On en a vu. On a eu du On-Board, je crois que c'est ça. Et puis on a tout simplement Next Station London qui est parfait. Alors on est sur le même thème, on n'est pas tout à fait sur le même fonctionnement, mais on est sur le même thème. Là on va avoir des lignes, on a 4 lignes. On a la ligne de métro de Paris, de Amsterdam, de je sais plus, on en a 4 qui existent vraiment, on peut reconnaître le plan. On va tirer une carte qui va nous donner le nombre de croix qu'il va falloir faire dans les différentes lignes de métro, sachant que pour la ligne de métro A par exemple, on ne pourra cocher que 2 fois par exemple dans cette colonne. Donc si la première fois vous cochez 2 et la troisième fois vous cochez 3, ça vous fera 5 croix dans la ligne, mais si la ligne fait 10, finalement on n'arriverait jamais au bout. Et vous marquez des points quand vous arrivez au bout de ces lignes. Bien sûr, il y a des embranchements, il y a des lignes qui sont communes à un moment, donc peut-être que pour aller jusqu'au bout de la ligne, il va falloir un petit peu cocher la ligne A, puis la ligne C, puis la ligne D, puis machin, etc. pour
finalement faire le plus de points possible. En solo, ça joue parfaitement bien puisqu'il y a un petit scoring à comparer. On a quelques cartes spéciales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas croiser une ligne. Si on a déjà fait la ligne A de 10 et qu'en plein milieu, il y avait la ligne B qui voulait la bloquer, il y a 2 cases avant la ligne, on fait 2 et après on pourra faire la suite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traverser de 5 cases si cette ligne de 5 est coupée par une autre ligne qu'on a déjà cochée. Donc il va falloir compter, choisir nos cartes. Des fois, il y a certaines cartes qui permettent justement de sauter par rapport au-dessus de lignes qui sont déjà cochées. Donc c'est un petit casse-tête, mais bon, c'est rien de très remarquable, c'est rien de très sensationnel, c'est un petit peu plat, c'est pas nul, ça fait un peu réfléchir, c'est jamais mauvais un flip and write, mais franchement, il y a tellement mieux que je ne vous conseille pas d'acheter ce Metro X. Moi, je suis passé un petit peu à côté, et je pense que c'est pas que moi, c'est pas pour rien qu'il a été bradé, c'est que franchement, bon, ça marche, mais ça révolutionne pas du tout le jeu. Il y a beaucoup mieux. On va ensuite passer sur After Us, un jeu de Florian Siriex et illustré par Vincent Dutré par Catch Up Games. Catch Up Games, moi, c'est une boîte que j'aime beaucoup puisque ce sont eux qui ont fait Paper Tales, top 1 de mes jeux solo, et notamment Oricalc, que j'aime beaucoup aussi. Je joue moins en solo, je préfère y jouer en multi, mais ce sont des jeux que j'aime bien. J'aime bien leur gamme, et donc là on a le After Us qui avait fait pas mal de bruit au Festival de Cannes, mais qui a également été beaucoup critiqué, puisque pas d'interaction. C'est pas grave, là on y joue en solo, donc on est seul, donc il n'y a forcément aucune interaction. Attention, vous pouvez rester un petit peu sur je trouve pas la fin de ma phrase, peu importe. After Us, c'est un jeu de deck building. On va tirer à chaque partie, à chaque tour, 4 cartes, les 4 premières cartes face cachée de notre pioche, et on va devoir les agencer, puisqu'il y a des cartouches qui sont totalement fermées, vous gagnez la récompense. Une cartouche qui est ouverte, il va falloir mettre l'autre moitié en collant une carte l'une par rapport à l'autre pour fermer la cartouche et gagner la récompense. Une fois qu'on a réparti nos 4 cartes, on lit la première ligne de gauche à droite, puis la deuxième, puis la troisième. On va pouvoir récupérer des ressources, on va pouvoir rentabiliser ces ressources en gagnant des points de victoire, en les transformant en d'autres ressources, et puis à la deuxième phase, on va pouvoir récupérer des cartes face cachée qui sont réparties sur 4 types de singes différents, chacun qui a un petit pouvoir spécial, et puis deux niveaux, niveau 1, niveau 2. Les niveaux 2 sont forcément plus rentables que les niveaux 1, mais coûtent un petit peu plus cher. On va petit à petit créer notre deck. On va pouvoir écrémer les cartes en les détruisant avec la rage, etc. Et donc on va essayer de faire des combos pour marquer de plus en plus de points. C'est une course, le premier à 80. On arrête la partie, on arrête pendant ce tour-là, et donc si jamais on est le premier au scoring à la fin de ce tour-là, on a gagné. En solo, ça joue parfaitement bien, on joue contre le roi singe, et finalement, là où la plupart des gens disaient que c'était un jeu solo, parce que pas d'interaction, on joue chacun notre coin, etc., et on compare juste les points, parce qu'on ne peut pas piquer les cartes de l'adversaire, puisqu'elles sont face cachée, et bien là, en solo, il y a de l'interaction. Les ressources, le roi singe, lui, on va gagner pléthore, et nos ressources qu'on va gagner, on va principalement aller les piquer au roi singe, histoire de l'empêcher de prendre des cartes, et ce faisant, ça crée de l'interaction. Si on laisse le roi singe jouer dans son coin, qu'on ne piquait pas ses ressources, il ferait des points et des points et des points. Là, il faut vraiment qu'on gère, qu'on pique ces ressources, quitte à des fois mettre une carte d'une manière un petit peu moins intéressante pour nous, mais pour l'empêcher d'avoir un singe de niveau 2 et plutôt un singe de niveau 1. Donc le mode solo est rempli d'interactions. Alors c'est nous qui interagissons avec lui, il n'interagit pas du tout avec nous, mais du coup c'est un jeu avec de l'interaction. Donc le jeu multi n'est pas un jeu solo, puisque le jeu solo n'est pas du tout comme le multi. Ça change pas énormément au jeu, mais ça crée un petit truc un peu différent. Un jeu pas facile, j'ai fait 6 parties pour l'instant, j'ai perdu mes 6. Je suis jamais très loin au scoring, mais je suis toujours derrière. Donc pour l'instant, j'ai pas encore la technique pour le battre, mais ça va venir. Un jeu que j'aime bien. C'est pas un truc fou, parce que je trouve les parties finalement un poil longues, surtout à gérer en solo, parce qu'il faut mélanger, il faut gérer les deux paquets, les deux plateaux, etc. Je trouve ça un poil long, mais en même temps, c'est un jeu où on crée son moteur, entre guillemets. Donc si on l'arrête trop tôt, on a vraiment l'impression d'être bridé. Forcément, les premiers tours, on n'a que des cartes de merde, donc ça n'avance pas. Donc j'imagine que c'est pas facile à régler. Est-ce que l'arrêter à 70 points ça aurait été intéressant ou pas? Sur certaines parties, j'ai l'impression qu'il manque un tour, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a une phase un petit peu longuette au milieu. Et n'empêche que j'ai bien aimé, c'est un jeu que j'ai plaisir à ressortir. C'est un jeu qui est très beau. Finalement, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'illustrations de singes. Là, il n'y a que 4 singes différents, et donc, allez, 5. Et 2 illustrations par singe différentes, donc c'est assez vite fait, mais le plateau est très beau, le jeu est très beau, et finalement, ça marche bien, même si c'est peut-être un poil long. Et
et qu'il manque cette petite étincelle pour entrer dans mon top solo. Voilà, il nous reste un dernier jeu, même si j'avais l'impression qu'il y avait 6 jeux à parler aujourd'hui, mais bon, tant pis, on n'aura que 5. On verra pour une prochaine fois. Castellion de Shadi Torbey. Alors, moi, mon préféré de cette gamme, c'est Onirim, les jeux de l'univers. Alors, Onirim, j'adore, c'est un jeu finalement que j'ai neuf sous blister parce que j'y joue essentiellement sur le téléphone, ça joue très bien sur le téléphone pendant une petite pause pipi ou caca. C'est un jeu que j'aime beaucoup et finalement quand ils sont tous sortis, là qu'ils ont tous été réédités en boîte, je les ai tous pris. J'avais joué finalement sur les 7 que à Onirim, je l'avais quand même joué en papier, même si je préfère l'application, c'est plus facile, plus intuitif. Et j'avais joué à Stellarion, j'aimais bien cette association de choses, etc. J'avais toujours pas joué aux autres, et là je me suis dit, allez, j'ai pas beaucoup de temps un soir, je me lance Castellion. Pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même fait 5 parties ce soir-là, hein, donc finalement, bon, ce sont des parties d'une vingtaine de minutes, mais ça fait quasiment 2 heures. 2 heures règles incluses du coup. Castellion, c'est un jeu de pose de tuiles, où dans l'idée on va créer notre château, nos remparts, on va créer même une pyramide, et tout simplement en mode solo, puisqu'en fait c'est un jeu uniquement solo, on va devoir valider 3 objectifs qui vont arriver au fur et à mesure de la partie, c'est-à-dire qu'on a des cartes, on a des tuiles plutôt, des tuiles de plusieurs couleurs, des tuiles jaunes, des tuiles bleues et des tuiles vertes, des tuiles aussi marron je crois, et surtout des fois on a ce ne sont pas des cauchemars, comment ça s'appelle, des menaces, et quand on a tiré 4 menaces ou 3 menaces, ça dépend des cartes, eh bien on va activer l'objectif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de la partie, il faut qu'on ait validé l'objectif. Si on n'a pas validé l'objectif, c'est game over. Et on va recommencer, si on l'a validé, on va continuer, et à partir du moment où on a tiré 2 ou 3 ou 4 nouvelles menaces en prenant l'objectif, bam, on s'arrête, on essaie de valider le deuxième objectif. Encore une fois, et ça on doit le faire 3 fois. Si à la fin des 3 objectifs, eh bien on a validé nos conditions, eh bien tout simplement on a gagné la partie. Ces objectifs vont être tirés aléatoirement à chaque partie, on a des objectifs de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, mais ils vont être tirés aléatoirement. De même les tuiles sont tirées aléatoirement, donc finalement on peut avoir une partie où on tire toutes les menaces assez rapidement, ou au contraire assez tardivement, ce qui va changer un peu la dynamique de la partie. Bien sûr, histoire de modifier un peu ça, on a des menaces dans les paquets, dans les tuiles classiques, mais on a une tuile, un paquet de tuiles, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des tuiles finalement sans menace. On sait que ce sont des tuiles bleues, on sait qu'il n'y aura aucune menace derrière si on veut finalement temporiser, histoire d'être un peu plus sécure. Comment ça marche sinon pour valider ces objectifs et pour poser ces tuiles? C'est une pyramide. Pour aller au deuxième étage, il faut qu'on ait déjà une tuile en dessous. On peut poser une tuile avec une forme différente, quelle que soit la couleur. On a autour un rond, un triangle, un carré. Je crois que c'est tout. Si vous posez un carré sur un carré, ça ne marche pas. Si vous posez un carré au-dessus d'un rond, c'est bon, mais s'il se retrouve du coup à côté d'un autre carré, ça ne marche pas. Il faut des figures différentes de manière orthogonale. Et donc vous placez vos pyramides, etc. Et vos objectifs, eux, vont être sur la couleur. Faire une colonne de 4, faire une ligne de 4, faire un carré de 4 de la même couleur, encore une fois. Et donc bah voilà, c'est un petit casse-tête de gérer les formes pour pouvoir les mettre côte à côte, mais tout en gardant les mêmes couleurs pour valider ce objectif, sachant que si vous faites une ligne de 5 et qu'on vous demande une ligne de 4, c'est faux, il faut que ça soit strictement 4. Donc c'est un petit casse-tête. Voilà, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne, j'ai peut-être été un peu long sur l'explication. Eh bien, j'ai pas des masses aimées. Je trouve ça déjà pas très très joli. Alors par contre, les boîtes sont toujours exceptionnelles, hein. Vous les ouvrez, ça fait un petit truc comme ça, avec la notice qui est super belle. Dedans, on a toujours un petit jeton. Voilà, on a toutes les tuiles en vrac, mais le matos de ces boîtes sont vraiment à chaque fois exceptionnels, hein. Je me régale de les ouvrir. Ce sont des très beaux objets, donc même si j'aime pas le jeu, je garderai le boîte. J'aime pas le jeu, c'est un peu fort, mais c'est très casse-tête et c'est beaucoup moins amusant qu'un Onirim. Un Onirim, c'est fluide, alors l'application y aide, mais c'est fluide, il y a un petit peu de réflexion, mais il y a aussi un petit peu de chance. Je sais pas trop dire, mais Castellion, déjà toutes ces couleurs jaunes, j'ai pas trouvé ça très joli. On crée un château, mais finalement thématiquement, on n'a pas l'impression de créer le château, on a vraiment l'impression que le thème est plaqué. Et puis la mécanique n'est pas ultra originale, c'est simplement poser des tuiles les unes par rapport aux autres et gérer les couleurs et faire attention aux formes. Je trouve que c'est pas très original, c'est pas très palpitant, c'est pas très joli, c'est très jaune. C'est très basé aussi sur la chance, parce qu'en fonction de notre tirage de tuiles, on peut réussir ou pas réussir, on peut avoir plus ou moins de menaces, etc. Je ne saurais pas trop dire ce qui m'a déplu, peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que voilà, mais j'ai trouvé ça un peu plat. Encore une fois, ça n'a pas été un grand kiff. N'hésitez pas à me dire, hein, si vous, Castellion, au contraire, vous adorez, si vous trouvez que c'est un des meilleurs, mais clairement, moi j'ai préféré Stellarion, et j'ai préféré de très très loin Onirim, qui a failli dans mon top 10 des jeux solo, mais comme je joue finalement plutôt sur le téléphone, et je l'ai un petit peu retiré. Voilà, j'ai l'impression que c'est tout, j'ai l'impression qu'on a parlé des 5 jeux de cette semaine.
On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. De toute façon, quasiment toujours le mardi et le jeudi pour des parties solo et le samedi pour le Ezogma quoi du joue. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces jeux, dites-moi en commentaire ce à quoi vous avez joué, si vous avez récupéré des jeux comme notamment Revive qui est sorti hier et que vous avez pu jouer en solo, bah dites-le moi, dites-moi si ça vaut le coup, parce qu'il est un petit peu cher mais je me tâte. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.